Dans le cadre du second volet de notre étude sur la coopération régionale consacrée au bassin atlantique, nous accueillons ce matin Madame Nathalie Estival-Brodeur, directrice Amérique et Caraïbes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la directrice, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et de participer à cet échange. L'insuffisante intégration des Outre-mer dans leur environnement proche, déjà observée l'an dernier pour les collectivités du bassin indien, a conduit notre délégation à se pencher sur les pistes d'amélioration de la coopération régionale entre nos Outre-mer et les États voisins. Pour ce second rapport, nous avons désigné un binôme de rapporteurs, Madame Evelyne Corbière-Namazo, sénatrice de La Réunion, qui doit nous rejoindre en visio, et Madame Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise, que je remercie pour leur implication, ainsi que Christian Comban, qui assure la coordination des 3 volets de cette étude. Nous attendons de vous, Madame la directrice, un panorama précis des accords de coopération entre la France et les États de la Caraïbe et du bassin nord-amazonien. Dans quels domaines principaux ont-ils été conclus ? Où faut-il porter les efforts ? Quels sont les grands projets structurants de la coopération dans cette région ? Nous nous interrogeons aussi sur le rôle que jouent ou pourraient jouer les Outre-mer français dans la définition et l'animation de la politique étrangère de la France avec les pays voisins. Comment, au niveau de votre direction et des ambassades de France dans la région, l'enjeu ultramarin est-il intégré à vos réflexions et au travail quotidien de ces services ? Voici quelques-unes des questions que nous vous posons. Je vous précise que cette audition intervient quelques jours avant un déplacement en Guyane et au Suriname que je conduirai. Et je vous indique également que la délégation se rendra le 22 mai à Bruxelles pour mesurer la manière dont l'Union européenne, avec l'Union européenne. Voilà, donc nous irons le 22 mai à Bruxelles pour défendre justement l'idée d'une politique européenne de voisinage ultra-périphérique issue d'une proposition de notre précédent rapport dont les auteurs sont Georges Patient et Stéphane Demilly. Comme à notre habitude, un questionnaire indicatif vous a été transmis afin de guider nos échanges. Je laisserai ensuite nos rapporteurs vous questionner après votre exposé liminaire. Puis enfin, nos collègues présents poseront des questions s'ils le souhaitent. Vous avez la parole, Madame la directrice. Cher sénateur aussi. Sénateur, excusez-moi. Oui, la parité, monsieur le sénateur. Je suis absolument confuse. Non, je suis très heureuse, très honorée d'être avec vous ce matin. Et j'apprécie d'autant plus de pouvoir m'exprimer sur le sujet qu'effectivement, en tant que directrice des Amériques, mon quotidien en ce moment est très monopolisé par ce qui se passe du côté de Washington, mais soyez assurés que mon équipe et moi-même restons également très mobilisés sur les autres parties du continent et les Caraïbes. J'ai eu la chance d'accompagner notamment le ministre délégué au partenariat au développement, M. Tani Swahili, au sommet de la CARICOM à la Barbade au mois de février, avec ma collègue Alexandra Manguet, qui est la rédactrice Caraïbes, Outre-mer, CARICOM au sein de la direction. Et nous avons pu mesurer à la fois les enjeux, les difficultés, les défis de cette relation, mais aussi les opportunités immenses. Et je crois que c'est par là que je commencerai. Lorsque j'ai eu l'honneur également d'échanger avec le président sur les grandes priorités dans ma zone, il a cité l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer, de nos collectivités, avec la claire volonté de sa part de davantage comprendre, avoir une espèce de cartographie des valeurs ajoutées de nos collectivités, pour leur rayonnement, pour leur intégration régionale, pour leur rayonnement et un développement de relations qui sont trop peu développées en réalité. On a de très nombreuses, nos collectivités, mais comme la plupart des partenaires de la CARICOM, sont des pays qui sont très souvent finalement plus connectés à leurs grands voisins ou à leurs principaux partenaires commerciaux, que sont pour un grand nombre d'entre eux, il ne faut pas se le cacher, les États-Unis dans cette zone, qu'entre eux.
L'intégration régionale est un véritable défi, et même si la CARICOM est certainement l'organisation la plus aboutie en termes d'intégration, avec un dynamisme réel de ses membres, avec une présidence en cours de la Barbade, avec la figure très dynamique de Mia Mottley, l'organisation est clairement dans une volonté d'approfondissement des relations, d'intégration plus poussée. Néanmoins, c'est une véritable difficulté qui n'est pas propre, j'allais dire, à nos collectivités. Chacune des îles dont nous allons parler et des zones souffre de ce problème d'intégration. Donc, claire volonté. Je suis heureuse que vous nous ayez envoyé ce questionnaire parce que le sujet est très vaste et donc il va permettre de guider un petit peu ce propos liminaire, mais je suis surtout très heureuse de pouvoir répondre à vos questions, notamment avant cette mission qui sera sans doute passionnante au Suriname et en Guyane. Et comme vous le savez, la France va ouvrir une ambassade au Guyana à la rentrée, ce qui est une première, et dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, c'est une exception à la règle de moyens en attrition. Néanmoins, il nous a semblé extrêmement important d'ouvrir cette ambassade au Guyana, compte tenu du développement régional de l'activité en Amazonie, du plateau des Guyanes, mais aussi des perspectives de diplomatie économique dans la zone avec le Guyana, qui, comme vous le savez, avec les découvertes de puits de pétrole, est en train de connaître un développement absolument sans précédent. Donc, nos relations avec l'ensemble de cette zone, ils s'articulent de façon générale autour de consultations politiques régulières. Nous avons un réseau diplomatique et culturel qui n'est pas extrêmement dense. Comme vous le savez, nous avons quand même réduit une partie de nos effectifs et plusieurs ambassades, comme celle de Kasserie, couvrent 7 à 8 pays. D'autres sont des petits postes de présence diplomatique, comme c'est le cas à Trinité et Tobago ou en Jamaïque. En Guyane, donc, qui est aussi où vous vous rendrez, en Guyane, au Suriname, pardon, notre ambassadeur est également ambassadeur justement auprès de la CARICOM, qui elle est basée à Georgetown. Donc, ouvrir une ambassade à Georgetown nous permettra d'avoir une relation plus quotidienne, plus régulière, plus fluide sans doute avec la CARICOM. Donc nous avons un réseau diplomatique qui est actif, des ambassadeurs qui font le maximum pour entretenir à la fois ces échanges politiques, qui souffrent un peu d'un manque d'attention, un manque de visites officielles, donc ils seront ravis bien sûr de vous accueillir, mais je pense que de façon générale, les moyens sont un petit peu limités également, donc pour eux c'est un système des permanences, de recherche d'opportunités, d'aider des entreprises à s'implanter. Mais la clé est évidemment la coordination entre eux, avec nos collectivités. Et je pense que toutes les mesures qui ont été prises au cours des dernières années en termes d'intégration des collectivités territoriales, avec la présence notamment de conseillers diplomatiques auprès des préfets de région, que ce soit à la Martinique, en Guyane et maintenant en Guadeloupe, je crois que la nomination est incessante, permet, et à l'inverse, nous accueillons à Castries un représentant, par exemple, de la communauté de la Martinique. Donc voilà, ces échanges-là permettent d'intensifier et de développer des relations, des coopérations qui n'auraient pas pu voir le jour sans les moyens dont nous disposons aussi en Martinique, en Guadeloupe, par exemple. On évoquera certainement la situation en Haïti. Je pense aux formations en matière de sécurité, notamment pour la police, l'armée haïtienne. La police, nous avons des programmes bilatéraux, mais ils ne sont pas branchés sur la Martinique. Mais nous avons de nombreuses formations proposées à des Haïtiens, à l'armée haïtienne notamment, en Martinique. C'est assez nouveau, mais nous essayons de le développer pour les accompagner dans le renforcement de leurs moyens sécuritaires. Donc, bien entendu, dans ce paysage, tout ce que nous pouvons faire pour insérer davantage, utiliser les synergies avec nos collectivités est recherché. Comme vous le savez, au cours des dernières années, outre les dispositifs dont j'ai parlé, l'aide de notre ambassadeur thématique, qui a cette double tutelle entre l'outre-mer et le ministère des Affaires étrangères, a été absolument crucial, et son rôle a été crucial pour animer justement et essayer de coordonner au mieux tous les acteurs à la fois diplomatiques et locaux dans nos collectivités, dans les préfectures, pour essayer de coordonner de façon cohérente une action, poursuivre des objectifs partagés et s'assurer que nous avons une vision collective
avec des objectifs bien précis. Dans le cas, alors il vient d'être nommé puisque son prédécesseur avait quitté ses fonctions à l'été dernier, et nous avons déjà, évidemment, il est immédiatement venu me voir, nous avons déjà commencé à planifier les travaux de préparation, notamment pour la CRAG de 2025 qui aura lieu à la Martinique. Cette conférence de coopération régionale, donc Caraïbes, Amazonie, se réunit tous les ans, comme vous le savez. Elle permet de se mettre d'accord sur un certain nombre de projets. Vous parliez des domaines prioritaires. Ils tournent souvent autour de 4 priorités principales que sont le changement climatique en général, le développement durable, la biodiversité, donc les enjeux globaux en réalité, qui sont vraiment un aspect essentiel des échanges que l'on a avec l'ensemble de ses partenaires. Les enjeux de sécurité. Et vous savez que la lutte contre la criminalité organisée devient pour chacun de ses partenaires une priorité absolue, et c'est le cas évidemment pour nos territoires et pour notre pays en général. Donc nous avons une véritable réflexion qui dépasse évidemment la zone Caraïbes-Guyane, plateau des Guyanes, puisque les principaux producteurs que sont Colombie, Équateur et Pérou sont plutôt Amérique centrale ou même le cône sud, hein, puisque le Pérou est directement touché, et les zones de trafic se sont étendues vers le Paraguay, l'Uruguay, le sud du Brésil, avec des routes qui passent par Montevideo. Donc, deuxième priorité, la lutte contre la criminalité organisée. En troisième, c'est vraiment le développement économique dans tous ses aspects, hein, diplomatie économique, opportunités pour nos entreprises, développement pour les économies locales qui ne se sont pas remises, hein, vraiment de la crise du Covid, qui sont encore très affectées, où le niveau de vie est très inférieur à celui de nos collectivités. Il y a aussi ce décalage qui demeure. Donc ça, c'est la troisième priorité. Et la quatrième, ce sont les échanges humains, culturels, la mobilité, la francophonie quand nous pouvons la promouvoir, évidemment. Donc je dirais que nos priorités sont assez claires, assez stables au fil du temps. Donc nous avons progressivement structuré, je crois que le cadre institutionnel de cette coopération est quand même bien établi avec les comités interministériels, donc le CIOM de 2023 qui a quand même permis d'adopter une feuille de route claire sur ce que nous souhaitons faire. Encore une fois, souvent, les moyens manquent. Alors, vous parliez de l'Union européenne. Les fonds dont nos collectivités peuvent bénéficier sont extrêmement importants. Interreg, notamment, vous savez qu'il y a 4 programmes Interreg. Nous avons la Guadeloupe qui s'occupe de celui qui couvre la Caraïbe. Et nous avons la Guyane pour celui qui couvre l'Amazonie. Parfois, l'instruction des dossiers, la présentation de projets nécessite des moyens humains qui peuvent faire défaut. C'est parfois un peu lourd, la technocratie, la bureaucratie européenne étant scalée. Il est parfois, je pense que cela constitue un frein dans l'obtention d'un certain nombre de crédits. Néanmoins, on sent quand même une montée en puissance et nos collectivités sont de mieux en mieux armées, me semble-t-il, et accompagnées. Et c'est aussi un des rôles, une des nombreuses casquettes de notre ambassadeur pour la coopération régionale, de les accompagner, nos conseillers diplomatiques dans les préfectures également, pour présenter des projets, essayer d'obtenir des crédits européens. Je pense que c'est une extrêmement bonne idée d'aller à Bruxelles, de commencer d'accompagner aussi nos collectivités dans ce cheminement, parce que les instruments dont ils bénéficient à Bruxelles sont encore trop en silo, avec des processus qui sont complètement distincts les uns des autres, des calendriers d'instruction différents. Et donc, un des grands enjeux est pour les collectivités d'être bien au fait de l'ensemble de ces instruments, mais aussi pour nous de plaider, comme vous le disiez, un peu comme pour la politique de voisinage, pour une meilleure intégration, une meilleure cohérence des instruments européens à l'appui de nos régions ultrapériphériques, des régions ultrapériphériques. Voilà, donc un portrait extrêmement rapidement brossé. Ce que je voulais vous dire peut-être, parce que c'est quand même ce qui a marqué ce début d'année, c'est que nous avons aussi accompagné bien sûr la Martinique dans son processus d'adhésion comme membre associé à la CARICOM. Donc la signature a eu lieu justement pendant le sommet de la CARICOM à la Barbade. Maintenant, comme vous le savez, et ça relèvera du Parlement, il y a un certain nombre d'étapes nécessaires avant l'entrée en vigueur de cette adhésion, qui est notamment
la ratification par le Parlement français de la Convention sur les privilèges et immunités de la CARICOM. Nous nous sommes engagés à signer cet accord intergouvernemental et le ratifier, bien sûr, pour que la Martinique puisse devenir membre associé. Et comme vous le savez, puisque vous allez en Guyane, la Guyane attend également et souhaite aller le plus vite possible pour adhérer également à la CARICOM. Je pense que la Guadeloupe reste un peu plus pour l'instant dans une position d'attente en se demandant exactement quels sont les avantages ou pas en tirer. Et comme vous le savez aussi, pour faire un tout petit peu d'historique, la CARICOM, historiquement, n'était pas favorable à l'adhésion des collectivités territoriales françaises. Ils considéraient que ce n'étaient pas des territoires autonomes, qu'ils adhéraient par ailleurs, puisque la France était membre de l'Union européenne, à un marché commun, alors que eux, toute l'idée de la CARICOM, c'est quand même d'avoir leur propre marché commun avec ses propres règles, et donc ça leur semblait incompatible. Et c'est vraiment avec l'arrivée en 2021 de Carla Barnett, la nouvelle secrétaire générale de la CARICOM, que cette vision assez fermée des choses a évolué et qu'elle a accepté de faire entrer des collectivités d'outre-mer françaises et néerlandaises, hein, puisque Saint-Martin aussi, alors, je sais pas, ils ne sont pas encore. Hein. C'était Curaçao. Voilà, donc on a cette évolution qui est relativement récente, puisqu'elle est arrivée en 2021, les choses ont recommencé à être discutées en 2022. Pour une signature en 2025, c'était quand même, je pense, une belle prouesse. Nous avons beaucoup poussé. Il y a eu quelques retards aussi de notre côté. Mais la Martinique a vraiment l'envie de jouer à fond cette carte de l'intégration régionale. Je pense qu'encore une fois, un certain nombre de règles, de processus freinent par définition le potentiel économique d'échange économique, mais il y a aussi des expérimentations intéressantes. Je crois que c'est le cas, par exemple, justement, entre la Martinique et Sainte-Lucie, qui ont décidé pour un certain nombre de produits, une dizaine, d'échanger sans taxe. Alors de l'annonce de nouveaux droits de douane tous les jours, c'est une prouesse et il va falloir peut-être développer ce genre d'expérimentation. Mais je crois que cette expérimentation où sur une dizaine de produits vraiment importants pour eux, ils se sont décidés à échanger sans taxe et sans octroi de mer, on peut, voyez, sur la base d'exemples de cette façon à dupliquer, bénéficier quand même à plein des échanges humains, économiques et divers et variés, culturels évidemment, de nos collectivités dans leur environnement direct. Voilà, je ne veux pas être trop longue parce que je veux surtout pouvoir répondre à vos questions et être sûre que j'y réponds de façon précise. Merci pour ce propos liminaire qui était vraiment très éclairant et qui nous booste aussi à poursuivre les travaux, notamment en matière de coopération et de défense auprès de l'Europe, l'Union européenne, parce qu'il y a vraiment des freins législatifs, normatifs qu'il faudrait essayer de faire sauter. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Jacqueline Eustache-Bregnaud, rapporteure. Merci Madame la Présidente. Merci infiniment Madame pour cet éclairage là, que vous nous avez donné ce matin. Alors c'est vrai que quand on travaille sur le sujet outre-mer et en particulier sur l'intégration régionale dans leur environnement, on s'aperçoit que tout est compliqué quand même. D'abord parce que les enjeux, et vous l'avez rappelé, il y en a, moi je dirais 3, et je les mettrai dans cet ordre-là: sécuritaire, migratoire et économique, parce que c'est vrai que les enjeux sécuritaires sont essentiels pour pouvoir développer économiquement un territoire. Et vous l'avez rappelé à juste titre, c'est un peu parfois compliqué. Et nous, on fait un déplacement en Guyane, on s'aperçoit quand on lit un petit peu avant de partir ce qui se passe en Guyane, c'est quand même... voilà, si on creuse, c'est quand même pas très rassurant. Et pourtant, la Guyane a du potentiel économique intéressant. Alors, moi, j'ai envie de vous poser au moins une question sur... Et vous l'avez rappelé, pour pouvoir bénéficier de fonds européens, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué déjà ici en métropole, mais j'imagine sur les territoires ultramarins éloignés qui n'ont pas les moyens toujours humains de bien comprendre les logiques administratives de l'Europe, c'est compliqué. Et justement, c'est vraiment une question qui est valable pour tous les territoires ultramarins. Pensez-vous que l'Europe n'est-il pas un blocage important sur le développement de ces territoires, et en particulier ceux-là, par des normes qui ont été
qui s'applique à tous, parce que les petits territoires ultramarins sont les territoires français, donc les mêmes règles s'appliquent partout. Mais ne pensez-vous pas que, justement, ces normes européennes qui sont très contraignantes pour la métropole sont beaucoup plus contraignantes peut-être pour les territoires ultramarins? Et justement, une question peut être soulevée à ce sujet. Que pensez-vous d'une politique européenne de voisinage ultra-périphérique, c'est-à-dire une politique européenne qui tiendrait compte des spécificités des territoires ultramarins pour les aider à se développer ou les aider, en tout cas, à pouvoir faire valoir leurs spécificités, leurs difficultés et leur complexité territoriale? Je vous remercie, Madame la sénatrice. Je partage complètement votre constat de la complexité et de la difficulté pour nos collectivités d'accéder à ces fonds. Et pour autant, je pense qu'il constitue une opportunité réelle et parfois unique, compte tenu, encore une fois, des contraintes budgétaires nationales, d'obtenir des fonds beaucoup plus conséquents et surtout avec une visibilité pluriannuelle que ce qui pourrait leur être accordé à titre national parfois. On a également des contraintes dans nos instruments. Alors, je ne connais pas les règles précises d'opération de l'AFD pour les collectivités d'outre-mer, mais pour la zone, je peux vous dire qu'elles sont extrêmement contraintes parce qu'il ne s'agit pas de pays répondant à tous les critères d'un pays en développement de la tranche, les pays, vous savez, en développement de la tranche inférieure, revenu intermédiaire, mais de la tranche inférieure. Beaucoup, en fait, il y a un effet de cliquet, ne peuvent pas bénéficier d'aide au développement classique. Et pour nos collectivités, j'ai quelques exemples en tête de fonds qui leur ont vraiment permis de changer d'échelle un certain nombre de projets. Je pense à notre CHU à la Martinique, par exemple, qui bénéficie, je crois, de fonds Interreg à hauteur, cette année, je crois qu'ils ont obtenu 10 millions d'euros d'un seul coup pour développer. Et vous savez qu'ils ont leur, comment ça s'appelle, c'est le cyclotron, et qui intéresse énormément un certain nombre d'établissements sanitaires de la zone, des établissements hospitaliers. Sans ces fonds-là, jamais ce rayonnement de notre cyclotron du CHU n'aurait pu... voilà. Et ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'ils sont parvenus, après plusieurs années d'analyse des différentes options, avec une stratégie claire aussi de développement régional, mais à obtenir des fonds relativement conséquents. Vous parliez de sécurité. Nous avons le programme européen qui s'appelle El Pacto, et maintenant il y a le El Pacto 2. Alors malheureusement, c'est l'Espagne qui a un peu la main mise parce que c'est eux qui sont en charge de la mise en œuvre du projet. Mais El Pacto, sur la lutte contre la criminalité organisée, dispose de fonds budgétaires extrêmement importants. Et nous, avec nos petits programmes, notre programme s'appelle Alcorca, c'est l'accord de lutte contre la criminalité organisée dans les Caraïbes. Nous faisons beaucoup de formations, nous essayons de faire le maximum. Nous sommes implantés en République dominicaine et nous avons l'ambition de créer une académie régionale qui bénéficierait donc qui ferait bénéficier ces formations avec le RAID, avec des unités spécialisées de lutte contre la criminalité organisée, de saisie de drogue de l'Hexagone qui viennent régulièrement faire des formations notamment. Nous avons la volonté de faire plus, mais à l'échelle par exemple du ministère, moi sur la zone, j'ai 1 million d'euros. On ne va pas très loin. Et encore, je ne suis pas sûre que ce million, dans le contexte budgétaire actuel, va être renouvelé. Je pense plutôt qu'il risque d'être diminué. Et ce n'est pas faute de plaider pour une réattribution de moyens qui sont sur lesquels, en matière de sécuritaire, que l'on baisse dans certaines parties de l'Afrique, pour essayer de les récupérer sur la zone Caraïbe, pour lutter contre la drogue et le trafic de cocaïne qui explose et qui est un facteur d'insécurité majeur dans l'ensemble des îles des Caraïbes, mais également maintenant au Costa Rica, ce qui est nouveau, l'Équateur, on n'en parle même pas, c'est une horreur. Bon là, on sort un petit peu de votre zone, mais Suriname, Guyane. Alors, ce sont parfois des zones de rebond. Hein, toutes les zones ne sont pas des zones évidemment de production, de trafic, mais des zones de rebond extrêmement malléables et, comme je le disais, qui s'adaptent en permanence au type de contrôle et de saisie. On fait beaucoup de choses dans les ports, on s'est amélioré. Mais dès lors qu'on s'améliore dans un endroit, les flux se réadaptent et partent ailleurs. Donc El Pacto est un autre exemple de fonds européens, de programmes européens avec des moyens incommensurables avec les moyens nationaux. Donc je pense que notre rôle, c'est aussi
comme vous allez le faire, d'attirer l'attention et de plaider à Bruxelles pour cette politique spécifique sur les régions ultramarines. C'est absolument indispensable, mais de voir cette cela comme une opportunité plus que comme un obstacle, même si l'obstacle demeurera, qui est celui quand même de la complexité de présenter des dossiers, etc. Mais ça, c'est aussi notre rôle, le rôle de nos institutions, de les accompagner pour essayer de préparer des projets les plus convaincants possibles. Expertise France fait ça très bien aussi au sein de l'AFD. Ça demande aussi des moyens, mais parce qu'il faut pouvoir préparer les dossiers pour qu'ils deviennent crédibles, tangibles et convaincants. J'ai 2 autres questions, Madame la Présidente, avant de laisser la parole à mes collègues. On sait qu'en particulier sur la Guyane, il y a deux grosses difficultés. Il y a effectivement le trafic de cocaïne avec les mules, ça c'est une réalité. Il y a des chiffres qui sortent sur le nombre de passagers qui pourraient effectivement servir de mules. Est-ce que l'aéroport de Cayenne, mais on le vérifiera, mais c'est intéressant de savoir avant de partir, est-ce que l'aéroport de Cayenne a des outils qui permettent de bloquer les mules à Cayenne et de ne pas laisser arriver à Charles de Gaulle ou autour de la gare du Nord, c'est organiser un véritable petit marché de la cocaïne qui vient de Cayenne. C'est une réalité, hein, puisque même les hôtels, il y a un certain nombre d'hôtels qui déplorent que des jeunes viennent là pour éjecter les... voilà. Donc est-ce qu'à Cayenne, il y a des moyens techniques pour les bloquer là ? Parce qu'il y a un enjeu de narcotrafic, mais il y a aussi un enjeu humain terrifiant derrière tout ça, quand même, l'exploitation d'une jeunesse un peu perdue qui trouve l'argent évidemment facile pour la famille. Ça, on sait bien que c'est le sujet. Il y a ce sujet important. Et puis de l'autre côté, au niveau de la frontière avec le Suriname, on part souvent du problème Comores-Mayotte, avec des familles de Comores qui vont à Mayotte pour bénéficier d'un certain nombre de choses. Il semblerait qu'il y ait la même chose entre le Suriname et la Guyane, avec des familles qui viennent, ou des femmes qui viennent avoir des enfants sur le territoire français, et puis qui, évidemment, vu le passage assez court entre les deux pays, peuvent retourner facilement chez elles. Donc, est-ce qu'il y a aussi ce sujet-là, plus ou moins important, entre le Suriname et la Guyane ? Alors, je vous remercie, Madame la sénatrice, s'agissant du trafic de cocaïne et du passage et de la détection des mules, ça, j'avoue que je pense que ça sera plutôt la préfecture qui pourra vous éclairer. Moi, voilà. Oui, non, parce que je n'ai pas, je voudrais pas vous induire en erreur. Ce qui est sûr, dans ce que j'ai pu lire, c'est que les mules ont explosé à un moment et qu'en fait, ils ont d'autres moyens maintenant et que c'est plutôt d'autres moyens parfois qui sont privilégiés. Donc, je ne suis pas sûre que... Alors, peut-être que dans le cas de la Guyane, ça reste essentiellement des mules. Mais par d'autres... par exemple, pour le Brésil, où il y avait énormément aussi un trafic qui passait via des mules, je sais que l'identification, la traque de ce moyen-là a été relativement efficace. Je dis relativement, parce que quand on voit l'explosion des chiffres, ça montre qu'il y a d'autres voies aussi. Parce que c'est l'inquiétude à Roissy, en fait. Voilà. Ils savent que sur les avions, ils en prennent 2 sur 20, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que ça reste un problème. Mais il me semble que dans les statistiques disponibles dans l'OFAST, le trafic de mules, en tout cas via le Brésil, avait plutôt un peu baissé. Je ne sais pas si c'est le cas de la Guyane. Donc ça, la préfecture pourra vous donner des chiffres actualisés et vous parler des équipements de l'aéroport de Cayenne, sauf si ma collègue est au courant de dispositifs spécifiques. Mais voilà. D'accord. Du côté des trafics de la frontière avec la Guyane, c'est un sujet sur lequel nous sommes en contact régulier avec le ministère de l'Intérieur, car il y a... alors, c'est plutôt avec la frontière du côté brésilien en général et l'État de Macapá, la ville de Macapá en général, en particulier, que le ministère de l'Intérieur relève des trafics de plus en plus... extrêmement bien organisé pour passer les frontières via le Brésil et via la frontière entre Brésil et Guyane, passer sur territoire français avant de partir dans l'espace Schengen. Donc ça, il y a des véritables trafics marocains. Alors il y a les Haïtiens, il y a des choses locales, mais il y a aussi des trafics qui viennent de très loin et qui passent. C'est une réalité constatée par l'Île-de-France, hein, par les différents préfets. Hein. Ouais, voilà. C'est une réalité. Ouais. Et ils viennent de très loin. Voilà, donc il y a ces trafics-là.
Ce qui explique qu'on a, on a un engagement entre le président de la République et le président Lula de lever, parce que Lula considère que les Brésiliens peuvent aller en France sans visa et en revanche, ils ne peuvent pas aller à la Guyane sans visa. Et donc, ils ont, comment dire, les Brésiliens souhaiteraient qu'on lève cette obligation de visa. Et le ministère de l'Intérieur bloque pour l'instant pour cette raison-là, parce que c'est extrêmement difficile de... Voilà. Après, c'est aussi les trafiquants d'or, l'orpaillage, des gens qui n'ont ni passeport, ni de bande de visa. Donc, parfois, l'instrument n'est pas toujours adapté à la réalité des trafics. Mais en tous les cas, pour les trafics, traite des êtres humains notamment, qui passent et qui arrivent de loin, on a cette obligation de visa. Pour ce qui est du Suriname, comme vous le savez, il y a une partie de la frontière qui est contestée, qui n'est pas encore... alors, sur lesquels la ratification de l'accord trouvé en 2021, alors ça, j'imagine que notre ambassadeur vous en parlera, est bloqué par le vice-président, qui lui-même utilise et instrumentalise cette ratification contre le président actuel. Donc, on est sur un sujet qui dépasse, devient pratiquement la politique intérieure. Mais les trafics, évidemment, entre Suriname et Guyane également sont nombreux. En termes de décalage de niveau de vie, ce qu'il faut quand même aussi rappeler, c'est que Suriname et Guyana, sur le plateau des Guyanes, sont en train de s'enrichir. Le niveau de vie est en train de grimper extrêmement vite avec les découvertes de pétrole dans des champs pétrolifères qui sont probablement également présents dans les eaux territoriales de la Guyane française. Et donc ce décalage de développement va devenir extrêmement difficile à justifier pour les populations locales qui vont voir quand même leurs voisins se développer. Donc les tendances sont toujours plutôt Suriname vers Guyane, mais je pense que le décalage à terme peut s'inverser. Pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le meilleur, il y aura peut-être un certain nombre de trafics en moins, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on observe encore ces trafics et ils sont extrêmement... Mais notre conseil diplomatique auprès du préfet de Guyane est extrêmement aussi là-dessus mobilisé et travaille avec les équipes de notre ambassade au Suriname. Mais voilà, encore une fois, on manque aussi un peu de moyens. On aurait besoin de plus d'ASI, vous savez, d'attachés de sécurité intérieure. Donc le ministère de l'Intérieur en est conscient, mais lui-même a des moyens qui ne sont pas aussi élevés dans son réseau d'attachés de sécurité intérieure. Merci. Oui. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice. Vous avez souligné l'importance et la difficulté des aides de l'Union européenne pour ces territoires ultramarins. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut rapidement que l'Union européenne reconnaisse la spécificité de ces territoires et évolue pour les aider mieux, car ils présentent un intérêt stratégique pour l'Europe tout entière et pas seulement pour les pays eux-mêmes. C'est peut-être encore plus vrai pour les territoires, le développement des territoires ultra-périphériques qui sont certes aidés par l'Union européenne, mais que les pays ne pourront pas, je dirais, développer seuls. Je pense au Groenland, une relative actualité. Je pense également, on pourrait citer Madère, Açores et les terres australes et antarctiques qui suscitent des appétits mondiaux extrêmement larges. Merci. Je pense que l'Union européenne se trouve à un moment dans un contexte géopolitique auquel vous avez fait allusion. Ah, je n'ai pas... Oui, il faudrait mettre... D'accord, pardon. Depuis le début, je ne l'allumais pas ou... Non, il s'est éteint. D'accord, très bien. Non, je pense que dans le contexte géopolitique que vous connaissez, la diversification de nos partenariats et le développement de notre présence dans un certain nombre de régions du monde que nous avons peut-être assez longtemps négligées, est indispensable. Je pense que ces partenaires, notamment dans les Caraïbes, en Amazonie, mais de façon assez générale d'ailleurs en Amérique du Sud, n'aiment pas la logique des blocs. Il y a une chose qu'ils détestent, c'est d'être coincés et devoir choisir entre les États-Unis et la Chine. Mais l'Europe, souvent, ne vient les voir que quand ils ont besoin d'eux. Vous voyez, quand ils ont besoin d'eux aux Nations Unies, qu'ils ont besoin de voix pour se faire élire. Et je pense que nous devons changer cette logique. Nous devons aller vers eux en essayant de mieux comprendre leurs besoins et les opportunités communes de développer des partenariats. Et compte tenu de la pression à laquelle ils vont être soumises, comme nous tous, de droits de douane nouveaux, de politiques tarifaires insoutenables,
de retrait de l'aide américaine, USAID, qui est le partenaire principal dans un grand nombre de ces pays. Nous avons, j'allais dire, un boulevard. Nous devons faire plus. Et nous avons intérêt. Et je pense que pour un certain nombre de ces pays, ils sont en train de s'en rendre compte aussi, alors que je pense qu'ils n'attendaient pas grand-chose de l'Union européenne, soit parce que c'était trop compliqué, soit parce que nous étions un partenaire quand même secondaire par rapport aux États-Unis, dont l'aide a quand même été extrêmement généreuse depuis des décennies dans cette zone. Alors aussi avec politiquement des relations parfois extrêmement compliquées et tendues avec les États-Unis. Je ne suis pas en train de brosser un tableau naïf de la situation de la relation de ces pays avec les États-Unis. Mais je pense que la Chine n'a pas attendu non plus d'être présente dans Belt and Road Initiative. Il y a un certain nombre de partenaires qui sont maintenant redevables, endettés auprès de la Chine. Et s'il y a une chose que j'ai retenue, moi, dans les échanges que j'ai pu avoir en marge du sommet de la CARICOM, c'est... vous voyez, écoutez, cette espèce de... C'est pas un fatalisme, mais de se dire, oui, certes, la Chine, vous pouvez critiquer les méthodes de la Chine, mais les États-Unis nous ont jamais fait de cadeaux non plus. Maintenant, c'est encore plus évident avec cette administration. Et donc, nous refusons d'être pris dans cette logique de bloc. La Chine, États-Unis, ça se vaut. Souvent, c'est ce qu'ils disent. Et moi, je m'inscrivais évidemment faux dans cette logique, en faisant aussi référence aux valeurs, aux principes, à la défense du multilatéralisme qui nous réunit en réalité. Parce que la plupart de ces pays sont extrêmement attachés au multilatéralisme. J'étais en poste à New York, aux Nations Unies, auprès des Nations Unies jusqu'à septembre dernier. Ces pays sont très actifs aux Nations Unies. La CARICOM, c'est un petit groupe régional très, très actif. Et donc, je veux dire, ce point commun-là, nous devons l'utiliser, l'exploiter, leur rappeler que nous sommes proches d'eux. Mais encore une fois, ne pas aller les voir seulement quand nous avons besoin d'eux pour un vote, une voix aux Nations Unies. Essayer de mieux comprendre leurs besoins. Evelyne Perrot. Oui, merci, Présidente. Merci, Madame. J'aurais voulu savoir quel impact a la situation en Haïti sur justement l'outre-mer français. Merci. Je vous remercie, Madame la sénatrice. Haïti la crise en Haïti est un des sujets les plus inquiétants, les plus chronophages parfois que j'ai à gérer au quotidien. En ce moment, notre ambassade vient de déménager dans la zone de Pétionville, donc dans les locaux de la délégation de l'Union européenne, parce que notre ambassade n'était plus sûre. Elle se trouvait dans un quartier. Maintenant, Port-au-Prince est à 90% livré aux mains des gangs. C'est les gangs. Voilà. Il y a 1 million de déplacés en Haïti. Depuis le début de l'année, 80 000 de plus. Il y a déjà plus de 1000 morts depuis le début de l'année. L'année dernière, il y a eu plus de 5500 morts, 5600, je crois, tués par des gangs essentiellement. Donc, face à cela, alors évidemment, la pression migratoire pour l'ensemble des îles autour est forte. La République dominicaine se barricade. Vous avez vu qu'ils ont repris la construction de leur mur. Ils ont un mur. Ils sont sans pitié. Ils sont extrêmement durs avec les Haïtiens. Ils les renvoient massivement. L'année dernière, la France a pu financer un programme de l'OIM qui aide les Haïtiens, les migrants haïtiens qui se sont fait renvoyer par les Dominicains à se réintégrer, à retrouver un job, etc. Alors que la République dominicaine a quand même massivement bénéficié de l'aide des migrants qui sont utilisés à bas coût, etc. Je pense que pour toute la région, Haïti, on l'a vu au sommet de la CARICOM, qui avait inscrit la situation d'Haïti à son ordre du jour du sommet, ce qui est pas systématique du tout. Il y a une vraie inquiétude. C'est-à-dire, ils considèrent qu'Haïti est un frère de la CARICOM, et à la fois, ils savent que c'est une bombe en puissance. Et personne ne sait comment agir. Et il y a beaucoup sinon de fatalisme, d'humain, l'impression qu'on a tout essayé, que la communauté internationale a tout essayé, qu'elle a envoyé une opération de maintien de la paix pendant plus de 10 ans, qui s'est mal passée, qui est partie dans les pires conditions, que les Nations Unies restent mais sont en partie inefficaces, que les Américains ont créé des programmes et dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose comme résultat, que c'est un État failli, que nous n'avons pas d'interlocuteurs et que les autorités de transition en cours sont en train de nouveau de penser plus à leurs intérêts personnels qu'à l'intérêt collectif. Donc, si vous voulez, dans ce paysage extrêmement sombre,
que faire? Nous, la France, enfin, je fais une petite parenthèse parce que le cœur de votre question était plutôt sur l'impact sur les autres, mais nous essayons à la fois de les aider dans les enceintes multilatérales. Je vous disais que j'étais au Conseil de sécurité, je siégeais au Conseil de sécurité, je suivais entre autres le dossier Haïti. Nous avons plaidé auprès du secrétariat général pour recréer une opération de maintien de la paix. Le secrétaire général des Nations Unies ne pense pas que c'est la bonne solution. Les Nations Unies sont parties d'Haïti dans les pires conditions. Il y avait cette épidémie de choléra que des casques bleus du Bangladesh avaient répandue. Il y avait des affaires de violences sexuelles commises par certains casques bleus. Il y a eu des procès contre les Nations Unies pendant des années dont le conseiller juridique du secrétaire général se rappelle encore. Il avait dit plus jamais, ils ne veulent pas de nous, ils nous détestent, on s'en va. Les Américains étaient du même avis, alors que la France, à l'époque, était un peu isolée pour dire non, c'est pas le moment, ça va recommencer, même cause, mêmes effets. Ça n'a pas manqué. Le BINU, qui est le petit bureau intégré des Nations Unies en Haïti, ce qu'on appelle une mission politique spéciale avec 260 personnes, ne suffit pas, même s'ils sont là pour accompagner la transition politique, l'organisation des élections, etc. Ils n'ont pas assez de moyens. Et donc là, la dernière idée du secrétaire général, c'est de dire, OK, on va mettre une mission d'appui logistique, de soutien, payée par contribution obligatoire, auprès de cette mission des Kenyans, des policiers kenyans qui viennent soutenir la police nationale haïtienne. Écoutez, j'ai des doutes, mais il faut tout essayer. Nous n'avons pas de plan B. Donc ce que nous faisons aussi, donc multilatéral, nous allons soutenir la création de ce bureau de soutien logistique en espérant que les Chinois ne mettront pas un veto parce que, comme vous savez, Haïti reconnaît Taïwan et donc la Chine fait tout ce qu'elle peut pour entraver les moyens accordés à Haïti. Et puis en plus, c'est aux portes des États-Unis, donc ils ne vont pas se priver. Et donc nous allons soutenir ça c'est sur le plan multilatéral. À titre bilatéral, nous aidons beaucoup la police nationale haïtienne, formation, équipement en matériel de défense, de gilets pare-balles, de véhicules blindés. Et pour la première fois, historiquement, nous avons même accepté de leur envoyer des munitions, donc des moyens létaux, qui sont en cours d'acheminement. Parce qu'ils ont vraiment besoin, la police nationale haïtienne, et en réalité, cette mission kenyane ne fait que 1000 personnes, ne compte que 1000 personnes. C'est mieux que rien, mais c'est très insuffisant. Par ailleurs, même si cette mission était extrêmement efficace et a arrêté tous les gangs, tous les chefs de gang, les prisons n'existent plus. Elles ont brûlé, elles ont été pillées, elles ont été massacrées. Le système judiciaire n'existe plus. Donc nous avons, si vous voulez, la chaîne pénale, la chaîne judiciaire, la réintégration, les opportunités économiques de réintégrer ces gangs, ces membres de gangs, rien n'existe. Donc même si demain tous les gangs étaient sous les verrous, enfin je ne sais pas sous quel verrou ils seraient, mais vous voyez, donc, ce que je veux dire c'est que la situation est extrêmement compliquée. Donc dans ce contexte, la préparation des élections, normalement, et des échéances électorales pour que l'équipe de transition rende le pouvoir, c'est un peu irréaliste, mais c'est peut-être quand même indispensable pour redonner une légitimité aux autorités qui essayent de lutter contre ces phénomènes. Mais je suis très, très sombre parce que je pense que la situation est catastrophique. Et que là aussi, nous sommes dans un contexte budgétaire où l'année dernière, de façon, j'allais dire presque... nous avons vraiment fait un effort de réunir des moyens. En tout, nous avons mis 40 millions d'euros. Nous n'aurons jamais 40 millions d'euros cette année, jamais. Le ministre est auditionné cet après-midi. Je pense que ça va être difficile d'essayer d'identifier tous les moyens qu'on va pouvoir mettre, remettre, etc. Ils ont besoin d'énormément d'aide alimentaire. Je pense que c'est plus d'un tiers de la moitié de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Grave. Donc la situation est compliquée. Et donc on peut comprendre la pression migratoire sur les voisins. Elle est réelle. Et pour ajouter, on considère, enfin on estime à 30% d'enfants qui intègrent les gangs à cause de cette situation catastrophique et déplorable. Vous avez eu raison de rappeler que la difficulté, c'est qu'il n'y a aucune lueur d'espoir de quelqu'un qui va prendre le lead dans ce pays pour pouvoir en sortir. C'est ça le sujet, en fait. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et à la fois, on a un ambassadeur formidable sur mais place. je ne parle pas de nous. Non, mais je parle pas de nous, mais les Haïtiens. Lui, quand il fait des comptes rendus de ses Bien entretiens, avec pas mal de personnalités politiques, moi, ça me redonne espoir. Parce que je veux dire, mais il y a quand même des gens bien. Mais lui, là, qu'il a rencontré, il est bien. Voilà, donc je pense que... ils ont peut-être peur aussi. Il y a la peur.
Jovenel Moïse, moi je l'ai vu plusieurs fois au Conseil de sécurité, le président qui a été assassiné il y a quelques années, il a essayé. Voilà. Et on le critiquait déjà de ne pas être assez actif. Je me rappelle, on se disait quand même, qu'est-ce qu'il est mou. Il était mou, mais il était quand même trop actif. Bon, voilà. Et Ariel Henry, il a été poussé vers la sortie, et je pense qu'il remettait en cause les intérêts de pas mal de membres. Le problème, c'est que souvent les gangs, les partis politiques se sont affiliés indirectement à des gangs, parce que ce sont aussi des trafics extrêmement juteux économiquement. C'est la maîtrise des ports, la maîtrise des importations, la maîtrise des infrastructures routières, des douanes. Les douanes sont aux mains des gangs. Voilà. Donc c'est très difficile de savoir, et je pense que pour ceux qui sont... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de très bonne volonté, et c'est désespérant de voir leur pays livré ainsi aux mains de la corruption et de... Mais il ne faut pas désespérer d'eux, parce que je pense qu'il y a des personnes sur lesquelles nous devons miser. Le problème, c'est que le système, dans son ensemble, est extrêmement difficile à infléchir, vous voyez, parce qu'il est parti dans une direction liée à l'absence de gouvernance et une absence d'État. Terrible. Et c'est pour ça d'ailleurs que les partenaires, parce que vous savez, les Américains ont vraiment essayé de convaincre, avant d'aller convaincre les Kenyans, ils ont essayé de convaincre le Brésil, la Colombie, des gros partenaires régionaux. Et les Brésiliens, ils ne veulent plus entendre parler d'Haïti. Ils sont beaucoup investis dans la MINUSTA, l'ancienne opération de maintien de la paix. Ils avaient le Force Commander. À un moment, ils avaient le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui était brésilien. Ils ont vraiment beaucoup donné. Ils disent Haïti, plus jamais. C'est trop dur. C'est trop... Voilà. Et les Colombiens, pareil. Ils disent éventuellement, nous, on veut bien aider sur le volet justice, mais pas sur le volet policier. Voilà. Donc, c'est pas une réponse très positive que je vous donne, mais elle est honnête. Ouais. Et que pensez-vous d'un consortium international dont la tête de pan serait la France, puisque c'est la France, c'est le seul pays qui reste attaché à Haïti. Pourrait-on envisager ce genre de situation? En fait, le problème de la France en Haïti, c'est que nous sommes à la fois extrêmement attendus, nous sommes d'ailleurs le 3e bailleur après les États-Unis et le Canada, mais que notre passé, la question de la dette, qui va bien sûr ressurgir là, le 17 avril, où c'est les 200 ans de l'ordonnance de Charles X, qui a exigé 150 millions d'indemnités contre la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, fait que notre pays a un passé qui complique la relation avec Haïti. Nous sommes à la fois attendus et politiquement pour l'opinion publique, même si les hommes politiques haïtiens ne le reconnaîtront pas comme ça, c'est toxique. Ce serait un peu toxique de nous accorder plus d'importance que... Voilà. Après, sachez qu'au niveau européen, pour revenir aux Européens, nous, la France, parce que nous sommes les seuls avec l'Espagne à avoir encore une représentation locale, et nous sommes vraiment les seuls, et les Espagnols sont beaucoup moins actifs, à l'Union européenne à avoir convaincu de lancer un régime de sanctions contre les chefs de gang. C'est nous qui avons instruit tous les dossiers. Pour l'instant, il y a 4 chefs de gang qui sont sous sanctions européennes. C'est peu, mais il faut instruire sérieusement. C'est pas facile, surtout compte tenu de la nature de leurs activités. Par définition, les preuves manquent un petit peu. Mais nous en avons déjà 4 et nous avons d'autres dossiers en cours d'instruction. Et nous avons convaincu l'Union européenne de donner 10 millions au Fonds fiduciaire des Nations Unies pour aider cette force kenyane qui aide la police nationale haïtienne. Et sans cela, je peux vous dire que l'Union européenne ne faisait rien, et on est derrière eux et on continue à pousser parce que pour des raisons aussi techniques, bureaucratiques et d'autres process, ils n'arrivaient pas à trouver le bon véhicule pour verser cet argent aux Nations Unies, et c'est en cours de solution seulement maintenant alors que ça fait 1 an qu'on y travaille. Donc via l'Union européenne, la France peut faire beaucoup. Donc c'est une forme de consortium si vous voulez. Via les Nations Unies, via l'Union européenne, on fait beaucoup de choses à titre bilatéral, mais on ne pouvait pas être nation cadre par exemple. Les Américains cherchaient une nation cadre pour la force d'appui à la police. Ils ont poussé longtemps le Canada. Le Canada, après 1 an de réflexion, de débats parlementaires sans fin, a lâché l'affaire. Ils n'ont pas voulu y aller. Les Brésiliens ne voulaient pas, les Colombiens ne voulaient pas, aucun partenaire régional ne voulait. C'est pour ça qu'ils se sont tournés. Et le Rwanda voulait y aller. Et là, c'est les Américains qui ont dit non, on ne prend pas les Rwandais pour des raisons de procédure et de risque éventuelle sur la population civile. Et c'est le Kenya, finalement, qui a été choisi. Et le Kenya, ça a été long et compliqué aussi, comme vous le savez sans doute. Mais 1000 personnes, alors il y a quelques effectifs des Caraïbes, certains du Guatemala,
mais je crois qu'il y a 50 policiers de la Jamaïque ou de la Barbade, voilà, mais c'est des petits effectifs. Et donc la région veut y contribuer à la hauteur de ses moyens, et aussi quand on voit les dangers, comme on a vu déjà 2 policiers kényans tués, dont un qui a été vraiment, dont la diffusion des sévices subis a été diffusée par les gangs pour effrayer. Je pense que ça fait réfléchir aussi à 2 fois les nations qui souhaiteraient s'associer à cette force, compte tenu des risques. Merci. Pour revenir sur notre sujet, qui Oui. est vraiment très Oui. passionnant, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez une étude de l'impact du Brexit sur les petits territoires qui étaient associés à l'Union européenne et qui se sont retrouvés seuls, on va dire, et l'importance aussi, vous avez évoqué la Chine qui arrive dans ces eaux, dans les eaux caribéennes. Selon vous, quel est aussi l'impact de ces pays, des pays asiatiques sur ces territoires aussi? Alors, dans le premier cas, pour le Brexit, je pense que les Anglais, dans le cadre de leur programme Global Britain, ou je ne sais pas comment ils ont appelé ça, ils ont essayé de compenser le Brexit par la signature du maximum d'accords commerciaux avec de nombreuses régions du monde. Et ils n'ont pas oublié les Caraïbes, mais néanmoins, alors moi je n'ai pas vu d'études précises sur le sujet, mais quand j'ai pu évoquer de façon directe ou indirecte les choses justement avec certains partenaires pendant le sommet de la CARICOP, de façon générale, ils ont l'impression que oui, l'influence de la Grande-Bretagne a décliné, qu'elle est moins présente, elle est de fait, les Anglais étaient les meilleurs au sein de l'Union européenne pour identifier les canaux, les aides, les programmes. Ils étaient vraiment extrêmement bons. Donc là, ils ont perdu cet atout-là. Et donc, oui, leur influence, je pense, a décliné. Et on le voit aussi aux Nations Unies, de façon générale. Et quand même, c'est aussi souvent via des agences des Nations Unies, etc., que l'influence des Anglais pouvait aider à obtenir des aides, une présence. Donc, clairement, oui. Après, je n'ai pas d'études chiffrées. Je ne sais pas s'il en existe. Et s'il en existe, elle est sans doute bien tenue secrète par les Anglais. Côté chinois, c'est assez variable. Je pense que les Chinois, ils ne sont pas si présents que ça dans certaines zones d'Amérique centrale, mais que dans les Caraïbes, notamment dans tous les partenaires, alors évidemment on peut penser à Cuba, mais tous les partenaires les plus proches des États-Unis, il y a aussi une stratégie d'encerclement près du voisin. Bon, voilà. Donc ils sont quand même très présents, et la Belt and Road Initiative a quand même un certain nombre de projets. Alors, dans le cône sud, beaucoup plus. Vraiment, ils sont extrêmement présents en Argentine, au Pérou notamment, au Chili, au Brésil. Dans les Caraïbes, un tout petit peu moins, mais néanmoins, historiquement, ça fait quand même longtemps qu'ils investissent dans la zone. Ils sont très présents aussi à Washington via l'OEA. Ils essaient vraiment de... Et vous savez qu'il y a 10 pays de l'OEA qui sont caribéens. Donc l'Organisation des États américains est un peu aussi une plaque tournante pour les Chinois d'influence. Donc oui, ils ne perdent jamais de vue, mais je pense qu'ils le font alors c'est pas de l'aide au sens, mais ça va être des centres Confucius, des aides pour que les étudiants aillent étudier en Chine. Ils ont beaucoup d'échanges humains et avec des moyens importants. On les soupçonne même là pour le prochain sommet de l'OEA qui a lieu à Antigua et Barbuda. L'OEA, il faut savoir que la moitié du budget de l'OEA, c'était payé par les Américains, USAID. Donc là, l'OEA va se trouver face à une crise financière sans précédent. Et on se demande si ce n'est pas les Chinois qui payent une partie du sommet. Voilà, pour vous donner un exemple de leur capacité de rebond et de l'opportunité, de saisir les opportunités. J'ai une petite question sur l'organisation et la stratégie. Dans nos échanges, on voit bien qu'il y a des relations d'État à État pour que les choses avancent, évoluent, tiennent compte de la réalité d'aujourd'hui. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant d'installer ou de réfléchir à un cadre permanent qui associerait les collectivités locales également. Par exemple, la Guyane avec le Brésil, les collectivités locales, elles sont complètement partie prenante de l'avenir, des relations ou des difficultés à gérer ensemble. Et on a l'impression que, et ce n'est pas une critique, mais que tout se passe à un niveau plutôt étatique et
peu avec les collectivités locales concernées. Est-ce qu'il ne serait pas... Alors peut-être vous allez me contredire et tant mieux, mais, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de définir un cadre un peu permanent pour associer les collectivités territoriales de nos territoires dans le cadre d'une stratégie voilà, locale, quoi. Alors, on devrait faire plus, c'était une évidence, mais il existe quand même un certain nombre de cadres dans lesquels les collectivités territoriales sont partie prenante. Alors, et j'arrive pas à me rappeler de l'acronyme de cette comité transfrontalière avec Cayenne, CMT, Commission mixte transfrontalière. Alors ça, c'est une fois par an. On réunit à Cayenne, alternativement, soit à Cayenne, soit au Brésil, dans la MAPA, cette commission mixte sur la gestion de la frontière. Et là, c'est vraiment tous les partenaires locaux, donc préfecture, mais pas seulement, enfin, vraiment les services de l'État, les services de la collectivité territoriale et leurs homologues brésiliens pour tout ce qui est gestion des problématiques transfrontalières. Pas seulement migratoires, hein, les questions économiques, les reconnaissances de diplômes, le scolaire, le tout y passe. Donc c'est souvent même sur un jour et demi entier de débat. Et c'est à mon niveau en général, alors comme je suis arrivée en septembre, je n'ai pas encore eu l'occasion de tenir cette grande réunion, mais la prochaine est à Cayenne au mois de juin. Ça va être mon adjoint cette année parce qu'on avait un conflit d'agenda, c'est en même temps qu'un autre déplacement. Mais donc là, c'est un exemple où, avec la Guyane, il y a cette commission mixte qui associe complètement la collectivité territoriale. Avec l'adhésion de la Martinique à la CARICOM, on va voir comment les choses se passent. Nous, ce que l'on souhaite proposer à la CARICOM, c'est un espèce de dialogue stratégique au niveau... alors, je ne sais plus comment ils appellent ça avec les Anglais, ils ont un terme, hein, c'est pas le dialogue stratégique. Oui, un dialogue stratégique. Oui, mais je crois qu'ils ont un terme. Ouais, ils ont un compact, je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, on veut proposer ça à la CARICOM justement pour que, en plus, j'allais dire, du dialogue qui aura lieu entre la Martinique et la CARICOM en tant que membre associé, il y ait un véritable partenariat avec la CARICOM, intégrant, alors si ensuite la Guyane rentre, il y aurait la Guyane, il y aurait la Martinique. Si un jour la Guadeloupe rentre, ça sera la même chose. Pour institutionnaliser un petit peu la relation avec la CARICOM. On a senti... Alors, Carla Barnett, encore une fois, la secrétaire générale actuelle de la CARICOM, ne nous est pas hostile, mais un certain nombre de partenaires de la CARICOM ne nous aiment pas. Nous sommes pour eux encore des colonisateurs quand même. Hein. Et Martinique, Guadeloupe, etc. ne sont pas des territoires autonomes. Donc on a besoin de ce dialogue et on a besoin de voir là où on peut travailler ensemble. Et je suis entièrement d'accord qu'il faut y associer les collectivités. Après, il y a le système aussi des représentants des collectivités territoriales dans nos emprises diplomatiques. Par exemple, la Martinique a un de ses représentants au sein de notre ambassade à Castries, à Sainte-Lucie, qui travaille beaucoup avec le SER, le service économique régional. Et donc, du coup, il bénéficie aussi de toutes les analyses et propositions d'opportunités économiques que le SER, le service économique, qui donc dépend de Bercy, peut proposer. Donc, je pense que ce système pourrait être développé. Je crois pas que la Guadeloupe en ait non plus. Alors, oui, sur la convention, alors j'oublie quelque chose. La convention cadre État collectivité. Ah, ça, c'est l'année dernière qu'on a créé ça, mais ça, c'est pas encore mis en œuvre. Si, ça se traduit par le plan. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, on a signé une convention cadre en 2024 dans le cadre de la CRAG. Donc, il faut que tout se mette en place. Et je pense que la CRAG de 2025, du coup, aussi sera l'occasion de mettre un petit booster à tout ça. Donc, il y a des choses en train de se mettre en place. C'est peut-être insuffisant, mais déjà, utilisons pleinement les outils. Ouais, on avance. Merci. Vous avez évoqué aussi le travail en silo au niveau de l'Union européenne. Et il est vrai, dans les relations interreg, et je le vois à travers les territoires français, les difficultés à parfois mener des projets entre les RUP et les PTOM, bien que ces territoires appartiennent au même pays. Et on le voit aussi entre Saint-Martin et Sint-Maarten, puisqu'on fera un focus aussi sur la qualité, la relation
entre Saint-Martin et Sint-Maarten, qui est Saint-Martin une RUP et Sint-Maarten un PTOM. Que pensez-vous d'une révision justement de travail pour mieux harmoniser les statuts PTOM RUP? Cette harmonisation pourrait-elle aider aussi au niveau des territoires, certains territoires de la CARICOM? Et troisième question, c'est comment aussi pensez-vous qu'une meilleure introduction des territoires ultramarins dans les accords commerciaux entre la France et les différents pays pourrait aussi permettre de mieux intégrer les territoires français dans l'espace économique de la zone et aussi apporter, on va dire, une confiance aux territoires autonomes de la zone par le biais de ces développements économiques. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, sur l'absence de, comment dire, sur les silos dont on parlait, quand je faisais référence aux silos, je faisais aussi référence à ça. C'est-à-dire, les instruments créés pour les RUP ne sont pas les mêmes que pour les PTOM, ils ne sont pas fongibles, ils ont leur propre processus, ils ont leurs propres dispositifs, leur propre calendrier, etc. Donc, c'est absolument indispensable dans la réflexion que vous allez mener et pousser à Bruxelles de réfléchir à une meilleure fongibilité ou une meilleure compatibilité de ces instruments, voire à leur fusion, même s'ils répondent aussi à un certain nombre de critères et objectifs différents. Mais leur harmonisation, à minima, me semble aussi un des points auxquels je voulais faire référence quand je parlais de ces silos. Pour moi, c'était un peu en référence à cela directement. Sur les accords commerciaux, je pense que ça sera un des sujets aussi du prochain. Je crois qu'il y aura un sommet entre l'Union européenne et la CARICOM. Alors, je ne sais pas si c'est cet été, mais je ne sais pas si c'est fixé la date. Ouais. Mais c'est clairement un des sujets clés. Comment on les intègre aux accords commerciaux, mais sans les priver non plus de leur capacité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, ce faisant, on les prive d'une flexibilité pour eux à saisir des opportunités locales. On ne peut pas gérer de la même façon les Caraïbes, d'autres territoires ultramarins. Non. C'est pour ça que ce sommet UE-CARICOM, ciblé sur les territoires des Caraïbes, me semble important. Mais c'est un sujet clé. Et c'était un des sujets d'ailleurs qui bloquait pour l'adhésion de la CARICOM, qui a un marché intégré, un marché intérieur. Donc, ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas faire rentrer des membres de l'Union européenne parce qu'ils sont membres d'autres marchés. Donc, en voulant les faire bénéficier de nos propres accords, on peut aussi rigidifier leur capacité à saisir des opportunités locales. Donc, je suis d'accord que c'est un sujet, ces questions des accords commerciaux, et ça sera, encore une fois, ça sera un des sujets de ce sommet UE-CARICOM. Un petit peu sur la partie économique, mais dans le cadre de nos travaux sur la lutte contre la vie chère, il a été dans le marché, toujours évoqué que le marché ultramarin est très réduit et se cantonne au territoire français. Oui. Et la différence de niveau de vie entre ces petits territoires autonomes et les territoires ultramarins qui, bien que ne soit pas très développé, mais à un niveau qui est quand même de développement qui est quand même supérieur à beaucoup de ces petits territoires, ne permet pas d'ouvrir un marché. Donc le fait d'harmoniser et de permettre aussi à ces territoires de monter en compétences permettra aussi de gérer certaines problématiques liées à la vie chère où 99% des produits viennent de l'Hexagone. Et c'est le cas aussi pour beaucoup par exemple, de petites îles qui dépendent alors soit du Commonwealth, soit des États-Unis, d'une façon. Alors, il y a Porto Rico, bien sûr, mais toutes les autres qui sont les îles Vierges, etc., où la vie est extrêmement chère, tout est importé, et tout est importé des États-Unis ou avec des territoires où la vie est extrêmement chère. Donc, il y a aussi ce décalage-là. Alors, encore une fois, ce n'est pas propre à nos territoires, mais c'est très exacerbé dans les nôtres. Et la question, c'est effectivement, on revient un peu à la question qu'on évoquait au début, sur l'absence d'intégration et de commerce entre eux. Et du coup, l'absence aussi, mais moi, ce qu'on m'a expliqué quand je suis allée à la Martinique, c'est du coup, l'agriculture n'est pas du tout développée, parce que comme on... Parce qu'il y a des normes européennes. Voilà.
Il y a les normes européennes et vous avez aussi, pour créer des lignes de flux, il faut, dans les deux sens, créer du flux dans les deux sens. Et malheureusement, les territoires n'ont pas encore la possibilité de mettre en place ces échanges. Donc, ce sera aussi de trouver des moyens de créer de la mobilité entre tous les territoires. Parce qu'il est compliqué pour aller, ne serait-ce que les humains, la mobilité humaine, un homme d'affaires qui voudrait aller en Jamaïque ou à Cuba, de Guadeloupe, soit il doit passer par Miami, soit il doit passer par Paris. Et si vous avez malheureusement, heureusement, vous êtes allé à Cuba dans le cadre d'une mission bien spécifique, vous ne pouvez plus aller aux États-Unis. C'est vraiment très compliqué. Donc la mobilité aussi interne est très très importante pour développer les affaires. Mais c'est vrai que la question des normes phytosanitaires est clé pour le développement des agricultures. Et là, c'est vrai que dans le cadre de Global Gateway, donc ce grand programme européen de développement, c'est quelque chose sur les normes qui est également un des sujets des travaux en cours. Dans le cadre aussi de l'accord de Samoa, c'est avec les pays ACP, mais cet accord de Samoa, il va être renouvelé aussi ou non? Il a été. L'accord de Cotonou qui est devenu accord de Samoa, tout à fait. Donc l'idée est justement celle-ci, d'essayer de... Ouais, voilà. Oui, mais il faut les adapter. Mais bon, c'est vrai, c'est un vrai sujet. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse peut-être avec le Mercosur. Ouf. Oui, non, là, je sais, j'aborde un sujet on sort du sujet. Merci vraiment pour vos éclairages, parce que nous avons balayé énormément de sujets, le sujet sécuritaire, le sujet haïtien, dont on évoquera aussi cet après-midi avec une proposition de résolution de notre collègue Hélène Conway-Mouret, et puis toute la partie économique. Donc nous avons des pistes et cela nous conforte dans nos travaux et nous permettra aussi de les poursuivre. Très bien. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, c'était un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que mes réponses vous ont été utiles et que surtout, on aura l'occasion d'échanger peut-être à votre retour. Ça sera très intéressant. Je vous souhaite une excellente mission et je sais que mon bureau va vous envoyer toute une documentation. Je crois que ça devait être le cas ce matin. Merci.